Hey, Red and Co. Attenzione, Ronaldinho. Saison 2006-2007, on revient sur cette saison-là. Le Real est champion avec 76 points, à la différence de but. À la confrontation directe, plutôt. Attention, lapsus. C'est assez particulier, je crois. D'ailleurs, en plus, il faudrait voir, mais c'est pas tous les championnats qui sont concernés par cette règle. Il me semble peut-être qu'en Italie, c'est pareil. Mais en Algérie, c'est pareil aussi. Ouais. En algérien. Après, on a, oui, la Ligue 1, bien entendu, c'est différent. Du coup, voilà, le Real est champion en confrontation directe, je vais y arriver, avec 76 points. Il faudra attendre 10 ans, 2016-2017, pour retrouver le Real avec un aussi faible total en Liga. Voilà. Ouais. Donc, ça contraste un peu avec ton impression de domination sur cette Liga du Real Madrid, Samir. Mais on a pu revoir ça ensemble. On a vu que, au final, le Real finit très très bien la saison, avec 7 matchs où ils viennent chercher le titre, où ils se relancent d'ailleurs contre Séville à domicile, je crois 33e journée de Liga, où ils battent Séville à l'arrache, et du coup ils passent devant Séville, donc ils reviennent deuxième au classement. Je crois qu'ils reviennent à moins de 5 points du Barça, 5 ou 3 points, faudrait voir. Et sur les toutes dernières journées, ils passent devant le Barça à la toute dernière journée. Si on regarde sur le début de saison, ils font pas un mauvais début de saison, mais ils s'écroulent en fait en première partie de saison, juste avant la trêve, avec 2 ou 3 défaites d'affilée. Ils perdent contre Saragosse, ils perdent contre l'Espagnol, ils mangent un 3-0 très très méchant. En première partie de saison, ils perdent à Séville, je crois qu'ils perdent aussi à Valence. Ils perdent contre Retafe aussi à l'extérieur, le Retafe de Bernd Schuster, qui d'ailleurs était pressenti pour être l'entraîneur cette année-là. Une équipe de Retafe aussi qui aura tenu la dragée haute au Bayern Munich en Europa League. On se rappelle de cette qualification à l'arraché avec un but de Luca Toni à la dernière minute et sur une passe décisive d'Oliver Kahn qui était parti à l'abordage. C'est ça. Coupe de l'UEFA, si je peux me permettre, du coup. Oui, à l'époque, c'était encore la Coupe de l'UEFA. Et d'ailleurs, c'est l'une des... Alors, pas des rares saisons, mais c'est pas la première fois que le Real gagne le titre à la dernière journée. Et le Real avait déjà perdu le titre à la dernière journée dans les années 90, avec des déplacements à la con. Comment ? Même il y a 2 saisons, quand ils jouaient encore sur leur terrain d'entraînement, ils perdent le titre à la dernière journée. On se rappelle de la Tétigo qui gagne ric-rac. Ouais. Et oui, exact. Avec le but de Suarez, là, dernière seconde, enfin dernière minute, genre. Dans les dernières minutes. Et le Real avait espoir aussi, parce que l'Atlético perdait à un moment. Voilà. C'est ça. Et je disais, ils perdent contre le Recreativo 3-0 à domicile à la 6e journée de Liga. Ils prennent 2-0 à la Corogne. Et ils perdent à Séville d'ailleurs, du coup. Après, la Corogne, c'était mi-championnat, mais début 2007, début année 2007. Et ils enchaînent aussi, pareil, au mois de janvier, début février, une défaite à domicile à l'extérieur contre Villarreal, une défaite à domicile contre Levante. Donc là, ils étaient assez largués niveau championnat, mais ils vont se reprendre. Ils vont se reprendre vraiment avec un finish de fou. Un Barça qui, pendant longtemps, était premier sans grande inquiétude et qui va s'écrouler un peu. Enfin, s'écrouler. Il va y avoir des scénarios de match un peu historiques. Ça vous rappelle pas un scénario en Ligue 1 aussi, ça ? Oui.
L'Olympique de Marseille. Après, voilà, Marseille avait laissé de l'énergie en Coupe d'Europe. Là, le Barça sort en 8e. Le Real sort en 8e. Gerrard, and it's Couch right into the belly of the Barca defence. Valdez didn't know where it was. Here's Reese. 2-1 Liverpool. John Arne Reese. Donc, Tamudo qui enlève le titre au FC Barcelone avec un match de fou à la 37e journée. D'ailleurs, c'est ce match-là où Messi marquera de la main pour donner l'avantage au Barça. Il mettra 2 buts ce soir-là et but dans le temps additionnel de Tamudo. Et voilà. Et puis dans le même temps, il me semble que pareil sur la fin de match à Saragosse, on a un doublé de Van Nistelrooy qui fait que le Real prend un point et reste devant. Vaya 5 minutos que nos esperan, pero es que fíjate el pase que le ha metido Guti. Ojo, gol del Español parece. Atención. No sabemos si ha habido gol del Español porque aquí se está montando una. Me dicen que sí. Sí, dicen que gol del Español. Oh, esto podría ser ya. Madre mía. Mira del banquillo del Madrid cómo se levanta. Sí, gol del Español. Todo el banquillo saltando con ese gol del Español. Vivir para ver, solo está montando la sexta. La sexta, no cuenta la liga. El día de la hora H. Prácticamente todo el banquillo, Guas. Todo el banquillo de pie, Guas. Sí, que se nos cuela toda la gente, no falta. Nos pregunta el preparador físico de Fabio Capello cuánto falta en Barcelona. A ver si es verdad este Madrid de la remontada. La gente de momento parece un Espagnol de Barcelone qui fera finale de Coupe de l'UEFA contre Séville. La même année La même année, en 2006-2007. Ok, oui, je me souviens de cette saison-là. C'était la période où les clubs espagnols commençaient vraiment à dominer cette compétition. Enfin, ça avait commencé avec Valencia quelques temps auparavant. Après, il y a eu la domination de Séville, il y a eu l'Espagnol qui s'est invité. Il y a l'Atlético aussi qui la gagne quelques temps après. Du coup, voilà, à peu près sur le scénario de cette saison-là en Liga. On a un championnat très disputé, ou même d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais Séville peut être champion encore à la dernière journée si justement le Real et le Barça perdent en même temps, je crois. Toi, Samir, ce que tu retiens sur cette saison-là, c'était un match marquant à nous sortir, même si c'est pas une saison glorieuse sur la scène européenne, il y a peut-être un match Oui, je peux jamais ce match complètement fou au Nou Camp, le 3-3 Classico, c'était vraiment impressionnant. Alors, apparemment, en tout cas pour l'époque, c'était l'un des plus beaux Classico qui a été disputé, apparemment. Sincèrement, oui, ça allait dans tous les sens. Il y avait des buts, de l'agressivité, des cartons rouges. C'était vraiment un classico comme on les aime. Je remarque un peu que l'intensité des classicos ces dernières années aura un peu baissé. Dû à quoi, je ne sais pas. Mais comme à l'image de certains classicos PSG-OM. Mais franchement, et puis même aussi le classiqueur Bayern-Dortmund, l'intensité aura un petit peu baissé, même si on assiste quand même à des matchs de bon niveau. Alors, on a des matchs de bon niveau à Dortmund. Après, à l'Allianz Arena, c'est compliqué. Hein. Non, c'est sûr. Il y a un écart de niveau, un peu comme les PSG-OM, où quand on joue au Vélodrome, c'est toujours disputé. Et au Parc des Princes, bon, c'est pas des beaux matchs à voir en général. Disputé, oui, ça dépend lesquels. N'oubliez pas que le PSG globalement, je trouve que c'est quand même, n'oubliez même pas si c'est à l'avantage de Paris, je trouve que quand même, c'est des matchs assez disputés dans le jeu. C'est jamais des victoires, à part une avec Emery, c'est jamais des victoires vraiment. Voilà, une avec Emery. Dans les poches. Vous battez 5 ou 6-2. 5-1. 5-1, ouais, j'oublierai pas. Ce match-là, je crois que ça aurait été un des pires classicos que j'aurais pu vivre en tant que supporter. Je planais. Ouais, je souffrais. D'ailleurs, quand on enchaîne 4-0 Barcelone, 5-1 contre Marseille, tu te dis, quand tu es supporter du Paris Saint-Germain, tu te dis, putain, il y a un bug là, qu'est-ce qui se passe? Et le club fonctionne bien, il n'y a pas de crise, tout le monde joue, tout le monde se la donne.
on a très vite compris que ça allait pas durer longtemps. Je pense que tu es parti vers les sommets et finalement, tac, retour à la réalité. J'avoue, ça fait malin. Bah oui. On peut pas se faire remonter 4 buts, il l'a dit, Marco. Tu preso per 5 anni Il l'a dit. et t'es passé. Enfin, bref. T'es content? T'es content ou t'es pas content? Oui, j'ai compris. Le Real met 2-0 au Barça au match aller. Oui. Non, mais par rapport oui, en qualité de match, etc. Le 3-3 est beaucoup plus marquant que le 2-0. D'ailleurs, ça a un peu peut-être redonné confiance au Real, dans le sens où voilà, il y avait eu la défaite à Retafe où il avait failli sauter Capello après ça, parce que quand même le Real niveau contenu jouait vraiment très très mal. Je pense que les joueurs s'arrachaient, puis tu avais des individualités énormes comme tu as cité, qui ont fait que le Real a pu être champion cette année-là. Mais voilà, le Real gagne 2-0 contre le Barça au match aller avec un but de Raoul dans les 2-3 premières minutes. Il cueille le Barça à froid. Un Barça qui, au final, aura lâché le championnat par manque de régularité, notamment dû à des blessures. On a eu une blessure d'Eto, notamment en première partie de saison, qui est absent du coup à Madrid, à Santiago. On a Messi qui se blesse, je crois, pour plusieurs mois. C'est assez rare d'ailleurs de voir Messi blessé pour plusieurs mois. Ouais. Et voilà, donc je pense que le Barça perd aussi le titre sur ça, et aussi parce que là on va regarder vite fait l'effectif du Barça. Au niveau des remplaçants, c'était pas non plus oufissime devant. D'ailleurs, juste avant de faire. Ouais, d'ailleurs, j'allais juste dire, juste avant de faire un peu, de passer en revue les effectifs. Non, ce qui est fou quand même, c'est que après ta rétrospective donc de la saison, c'est quand même que le Barça, ils finissent quand même avec plus de buts marqués, moins de buts encaissés que le Real. Finalement, à la différence, à la confrontation directe, donc ils finissent derrière, ce qui est dommage. Et aussi, du coup, je vais en profiter pour poser ma question que j'aurais pas l'occasion de reposer, je pense. C'est pour vous, qu'est-ce qui est le plus méritant, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire de gagner donc au goal average donc sur la saison, ou de gagner en termes de confrontation directe donc contre son adversaire, son rival, on va dire, sur le championnat. Moi, je trouve que la logique de la différence de but, elle est normale parce qu'on est c'est un championnat, c'est pas une coupe. Mais pour moi, tu mérites pas d'être champion si tu bats pas ton adversaire en confrontation directe. Enfin, il y aura comme un sentiment un goût d'inachevé, j'ai envie de te dire. Alors moi, je comprends cette vision, elle se défend complètement, mais j'estime qu'une saison, c'est 38 matchs, et le champion, pour moi, à mon sens, doit être dominant réellement sur tous les matchs et non pas de confrontation. Je peux te comprendre, mais je peux rajouter un petit truc, là j'ai la stat sous les yeux. Le Real, cette année, c'est 38 matchs, 66 buts marqués. On est à moins de 2 buts par match. On est à 1,73 buts par match. Ce qui est hyper faible, surtout quand on connaît le Real, qui est une équipe traditionnellement offensive, même s'ils ont un style de jeu très, très direct. Et c'est l'attaque. C'est ça le Real. Et le Barça, il finit à plus 45, un truc comme ça, non? Si je calcule, on est à 2,05 buts. Bon, c'est pas non plus oufissime quand on connaît le Barça, mais quand même, ils sont à 2 buts par match. Donc tu as un champion avec moins de 2 buts par match. C'est assez rare pour le souligner, et puis même le total il est famélique. Enfin, et même Yessine, au niveau du goal average, il finit genre avec un truc du genre plus 20 et quelques, et le Barça plus 26, plus 40, c'est le Barça plus 45. Ah, tu vois, quand même. On est d'ailleurs, pour le Real, ils ont pris 40 buts, donc ça fait un but par match, et le Barça est à moins d'un but par match. C'est vraiment, c'est vraiment beaucoup plus de nuls. On a quand même un Real qui est champion avec 8 défaites. Enfin, c'est abusé, 8 défaites. Ouais. Beaucoup. Après, n'oubliez pas ce que je vous ai dit sur la première vidéo, les gars. On est sur un Real en transition. Certes, après, mais le départ de Figo et Zidane. Donc, c'est un Real qui est réellement en reconstruction. Donc, c'est une équipe qui se cherche. C'est une équipe qui a intégré des nouveaux joueurs. Et qui s'est cherché tout au long de la saison. Parce que Capello sautera d'ailleurs à la fin. La problématique, les gars, n'oubliez pas, c'est un nouvel entraîneur, des nouveaux joueurs, une nouvelle ère, un nouveau président. C'est normal que galère un peu, bien sûr. Que l'équipe se cherche, que la mayonnaise prenne. Donc, franchement, moi, je trouve que... Juste à contrario, certes, mais à contrario, la saison suivante, le Real, c'est 84 buts en 38 journées, donc 2,2 buts par match, et c'est 85 points. Donc là, on a vraiment la gueule d'un champion, on va dire. Parce que l'équipe s'est trouvée réellement.
Voilà. Et le Barça, d'ailleurs, finira avec 67 points. Et ce qui est vraiment, vraiment parce que là, c'était vraiment la fin, là. Ah oui, là, c'était la fin de la fin. Ronny, tout ça. Voilà. Si on retourne du coup sur le classement rapidement, d'accord. On a le Real premier, Barça deuxième, Séville troisième, avec 71 points. Valence qui finira quatrième, c'est la dernière belle année du FC Valence. Après, c'est la débandade avec la crise financière. On a Villarreal cinquième. Villarreal avec Robert Pires, Saragosse 6e, l'Atlético Madrid 7e, et on a entre Valence et l'Atlético, on a 6 points d'écart. C'était assez disputé, c'était un championnat globalement très disputé, et c'est à quoi ressemble la Liga quand le Real et le Barça ne sont pas à leur propre niveau, on va dire. Un championnat qui globalement est assez homogène vers le haut et perd pas non plus en qualité, je trouve, au final. Parce que quand on dit en France, quand on a des champions avec un faible total, on dit souvent que c'est parce que le championnat n'est pas qualitatif. Mais là, on n'a pas l'impression que c'est un championnat qui perd en qualité. Et juste au niveau des descentes, le Betis se maintient à la dernière journée. Je crois que c'était Luis Fernandez qui était venu en sapeur-pompier pour sauver le Betis. Avec Fabrice Pancrate en prêt là-bas, je tiens à le préciser. Ah bon? Ouais. Ah, ça, je ne le savais pas. Moi, je me souviens de Téléfoot qui suivait Louis et Fabrice. Je ne me rappelais pas avoir vu Fabrice. Tous les dimanches, tu pouvais voir leurs aventures. Ils se maintiennent avec 40 points. Le 18e descend avec 39. Purée, moi, je croyais que Fabrice Pancrate à l'étranger n'avait joué qu'à Newcastle. Non, il est parti aussi au Betis. Oh la vache, franchement. D'ailleurs, je crois qu'il va à Newcastle la saison suivante. Exactement, en deuxième division à l'époque. Je ne ferai pas de commentaires. Si. Je ne ferai pas de commentaires sur Fabrice. Non, mais je te crois. Ah oui, pardon. Du coup, voilà, sur le classement de. Et surtout, je reviens sur un truc. Le Celta Vigo, qui à ce moment-là était encore un club historique, qui descend en deuxième division. Tu as aussi comme club historique la Real Sociedad aussi qui descend, qu'on n'a pas précisé. Oui, mais un cran en dessous quand même du Celta. Et tu as Tarragone qui finit dernier de la Liga. Exactement. Après, on a Santander et Retafe, 9e, 10e. D'ailleurs, je crois que c'était Retafe à l'époque qui était sponsorisé par une entreprise qui s'appelait PSG, qui n'a rien à voir avec le club de foot, mais c'était une entreprise dans le bâtiment. Je crois que c'était Retafe ou Santander à vérifier. Mais sur leur short, ils avaient un sponsor sur le short et tu voyais PSG. Non, je ne savais pas. Et c'était une entreprise dans le bâtiment, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Voilà, rien à voir avec le fossoyeur de la Liga, comme dirait Fabian Tebas. Voilà, après, sinon, niveau effectif, on commence par quoi? Le Real, le Barça, Séville, comme j'ai Valence. On va faire ça rapidement. J'ai une belle data dans ma tête, je suis bien placé. Allez, on t'écoute. Du coup, déjà, le Real Madrid, on retrouve une belle paire de gardiens de but. On retrouve Iker Casillas et Diego Lopez. Ils sont deux très bons gardiens. Diego Lopez n'était pas encore connu à l'époque comme on le connaît aujourd'hui, mais ça restait un grand espoir de la Castilla. Au poste d'arrière droit, on avait Michel Salgado qui était vers la fin, mais qui quand même faisait de bons matchs, de bonnes entrées. On avait Sergio Ramos qui évoluait au poste d'arrière droit avant de passer en défenseur central. Une recrue phare, Fabio Cannavaro, Ballon d'Or 2006, testé ou pas, c'est un autre débat. On avait Ivan Helguera qui était sur la fin. On avait Ivan Helguera, on avait Mamadou Diarra qui venait d'être recruté en numéro 6, numéro 7 Raoul, numéro 8 Emerson, qui était aussi une recrue de la Juventus après le scandale du Calciopoli. D'ailleurs, le scandale du Calciopoli, on aura beaucoup profité au Barça et au Real. Donc voilà, on aura Ronaldo R9 qui fera ses 6 derniers mois avant de partir au Milan AC. Robinho, voilà, grand espoir qu'il était. À cette époque-là, Pelé le considérait comme son héritier. Après, on avait Marcelo, qui avait 17 ans à l'époque, qui arrive à la mi-saison. Guti, qui était sur ses dernières années, Guti Hernandez. Et Raúl Bravo, le défenseur mexicain. Gago, qui venait d'arriver. Van Nistelrooy. Cassano, qui était sur sa dernière année. Après, ce que j'oublie, Beckham, qui était sur sa dernière année. Roberto Carlos, qui était sur sa dernière année. Donc voilà. Un petit mot sur cet effectif. Un petit mot, il y aura certains qui vont commencer un peu à s'affirmer, mais ce sera plus les saisons suivantes, je trouve. Notamment, Robinho, la saison suivante sera limite monstrueux. Il donnera
fera partie vraiment de l'un des protagonistes de la Liga suivante, gagné par le Real. Dommage qu'il parte d'ailleurs à City, même s'il croyait qu'il allait à Chelsea. On a aussi Ramos qui commence à s'installer. On retiendra les maillots floqués de Chelsea à l'époque. Quel génie ce type. Aussi. Ouais. Excusez-moi les gars, je te coupe Yessine. J'ai oublié de parler de Cicinho, qui était également un grand espoir à son poste. Complètement oublié. Cicinho qui va pas à la Roma après. La paire d'Arlavignon à la suite, Meria et Pavone. Et voilà, c'est tout. C'était juste cela que j'avais oublié. Et aussi un jour. Il va bien à la Roma, Cicinho. Je me suis pas trompé. Non, mais il a fait. Non, cette année-là, il aura joué à Madrid. Je m'en rappelle encore. Oui, et il part en 2007 à la Roma, c'est ça. Exactement, tout à fait. Un très bon joueur, cependant, qui aura avoué quelques années plus tard avoir eu des gros problèmes avec l'alcool, ce qui aura vraiment plombé sa carrière. C'est pas le seul. Ouais. Du coup, côté rival, Côté rival, on aura eu aussi une belle paire de gardiens de but. Victor Valdés, qui à ce moment-là était, avec Casillas, le meilleur gardien d'Espagne. L'éternel remplaçant Jorquera, qui était un des gardiens historiques du club. Je me rappelle aussi de Oleguer, de Rafa Marquez, qui était aussi un très bon défenseur et surtout très bon tireur de coups francs. Puyol, Zambrotta, Thuram, hashtag le calcio poli. Au poste également, au poste de milieu de terrain, on se rappelle d'un certain Thiago Motta qui était sur sa dernière année avant son départ à l'Atlético de Madrid. On se rappelle aussi qu'on aura eu Ludovic. Hashtag Larsen. Absolument. Et puis Johnson qui viendra remplacer Larsen, qui part, je crois, au Celtic. Exactement, qui part au Celtic et après qui aura été prêté 6 mois à Manchester United. J'avais complètement je ne sais pas, j'ai un petit flou sur Giovanni Van Bronckhorst s'il fait partie de cet effectif. Oui, il est là. Ok. 23 matchs. Il y a Edmilson et Silvinho. C'est ça. Je me rappelle également. Est-ce qu'en défense, j'ai oublié des noms? Je pense que j'ai cité. Je sais pas si tu avais cité Thuram, Oleguer. Si, j'ai cité Zambrotta. Et sur les milieux, rapidement au milieu, du coup, on a Deco, Iniesta, Xavi. Ouais. Rosas aussi, avant qu'il soit prêté à l'Olympique Lyonnais. C'est ça. Rosas, qui était vraiment un grand espoir à l'époque. C'est dommage. Il y en a eu beaucoup des grands espoirs de cette génération-là. Il y a notamment Boyan, les frères Giovanni. Bojan Korkic, ça sera plutôt vers l'année d'après où il aurait évolué. C'est ça, c'est l'année d'après où tu as beaucoup de jeunes qui sortent et il y en a très peu qui. Et puis même encore après, il y a eu Cuenca, Giovanni Dos Santos, etc. Ouais, voilà. Ouais. Et en attaque. Il est toujours très bon avec la sélection, lui, Giovanni. Oui, si on reste sur le Barça. Oui. Rapidement, niveau attaquant, du coup, comme on a dit, il y a Eto'o, Saviola, qui sera beaucoup blessé. Mais qui aura un ratio intéressant quand même. Ouais, 18 matchs, 5 buts. C'est intéressant quand même comme ratio, même s'il n'a pas été très sollicité de par les blessures et la concurrence rude. C'est pas ouf, mais bon. Ça restait quand même un attaquant de bon niveau quand même. Et l'année d'après, il sera parti au Real Madrid, mes chers. Ok. J'avais oublié s'il avait fait d'abord Barça-Real ou Real-Barça. Non, il avait fait Barça et après le Real. D'accord. Ok. Et on a aussi du coup Gudjohnsen, Eto'o, bien entendu, Messi et Ronaldinho. Du coup, c'est le 4-3-3 du Barça, quoi. Rony à gauche, Eto'o devant, Messi à droite. Messi, première saison où il démarre vraiment en tant que titulaire. Même si 2005-2006, il avait vraiment commencé à jouer aussi. On a Juli sur le banc. D'ailleurs, il partira parce qu'il savait qu'il allait plus trop jouer avec Messi devant lui. Alors, Romain, si vous avez un but à retenir sur cette saison, ouais, en Liga. Alors, je vais vous surprendre. Ronaldinho sera d'accord. Ronaldinho et... Pas de but de Ruud. Pas de but de non, Ruud. Non, aussi passionné que je sois de mon club et de mes joueurs, je sais rester objectif et je retiendrai ce but de Ronaldinho qui nous fait un retourné acrobatique, mais dont seul lui a le secret, dos au but, sans avoir les yeux rivés vers la cage. Ça restera quand même un des buts qui m'aura marqué.
J'oublierai pas aussi le but de Sergio Ramos de la tête alors qu'il est dos au but également. Ouais. Donc non, en premier, je dirais sans aucune hésitation le but de Ronaldinho. Et toi, Karim? Franchement, comme ça, je serais pas loin de penser pareil que Samir. Franchement, c'est vrai que le but, il est assez surprenant, surtout que Ronaldinho en plus. Pour moi, en fait, j'ai resté en fait sur sa Coupe du Monde un peu ratée, etc. Ouais, il a raté sa Coupe du Monde quand même. Raté, c'est un grand mot, les gars. Ouais, mais quand même, Ballon d'Or. Frère, c'est Ronaldinho. Il rate sa Coupe du Monde comme ça, tu te la rates. Ballon d'Or. Pas Malouda, hein. On parle pas de Malouda. Hein. On parle de Ronaldinho. Pourquoi tu lui mets un taquet comme ça? Non, mais parce qu'un joueur comme Malouda, tu vois, c'est vraiment un bon joueur. Il fait une belle Coupe du Monde, Malouda. Bien tu sûr. vois. Bien sûr. Mais Ronaldinho, tu t'attends à de l'exceptionnel. Bien sûr. Mais Malouda, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est un mec qui vient. Le problème que je repose à beaucoup de gens, c'est qu'avec les grands joueurs, c'est soit blanc ou noir. Ah oui. Je suis pas d'accord, moi, avec cette vision. Attends, parce que franchement, tu te tapes pas Neymar Non, mais Samir, regarde. Mais Ronaldinho, il met même pas de but pendant la Coupe du Monde. Mais oui. C'est vrai, mais il nous aura quand même fait. Il a mis 3 passements de jambes contre le Ghana, c'est bon, frère. Faut arrêter. Même contre la France, on l'attend. Moi, je te jure, Samir, je me rappelle encore du match contre la France. J'attends qu'il le mette ce coup franc. Je l'attends. Il le met pas. J'avais un pote qui préférait le Brésil à la France et qui limite à pleurer après le match. Mais moi, j'étais très content qu'il le mette pas. Mais j'adorais Ronaldinho et j'adore toujours Ronaldinho, c'est mon joueur préféré. Mais ouais, 2006, je me souviens, pour moi, et ça commençait déjà à être la fin. D'ailleurs, j'ai trouvé une petite stat assez amusante sur un site qui s'amuse à noter les joueurs en fonction de leur performance en match avec de la data. Et vous voyez très bien, je mettrai le graphique. Vous voyez très bien la cote de Ronaldinho qui commence à chuter à partir de 2006 et 2008, c'est rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire son prime, c'est 2005-2006, c'est là vraiment où sa valeur en termes de performance est la plus élevée. Et vous voyez que 2007, ça chute un peu, mais c'est quand même honorable. Par contre, 2008, on est voilà, c'est une cata. Donc non, mais c'est le sentiment qu'on avait. Et même, je me souviens de l'émission de M6 d'Estelle où il montrait l'évolution de Ronaldinho physiquement et tu voyais les tablettes de chocolat peu à peu disparaître entre 2004 et 2008. Ça faisait ma peine. Ça fait penser à quelqu'un mais voilà. Un Brésilien qui joue au PSG, qui a joué au Barcelone. Je sais pas. Je pose la question. Ça doit pas être le seul d'ailleurs en venant au PSG. Il y a un Maxwell du coup alors. De quoi? Non, je pense pas. J'ai pas entendu. Je pense pas que Maxwell soit concerné par ce genre de problème. Je pense plutôt à un mec qui était amateur des teintures blondes et qui a un numéro 10 dans le dos. J'ai pas entendu les gars, vous avez parlé de quoi? Un mec qui te fait penser à Ronaldinho au PSG, qui voit ses tablettes de chocolat disparaître peu à peu. Ça te dit... On parlait de Ronald Junior. D'un certain Junior, ouais. Ouais, en partie Junior. Pas d'un certain Junior. J'annonce d'ailleurs dans le podcast une grosse saison de Neymar. Il y a même des très belles actions. Une reprise de volée sur l'ensemble de Miguel Torres. Celle-là est vraiment très très belle. Mais le slalom de Messi, je suis désolé, moi il m'a marqué, il me marquera toujours à vie. Voilà, moi je me souviens sur PES6, j'essaie de le refaire à chaque fois, je prenais Messi côté droit et je driblais tout le monde avec KRX. Et non mais voilà, c'est ce but-là que je retiens. La réaction de Eto'o. Aussi. Il se tire la tête, il ne revient pas le mec. Il la tête. Moi, je n'oublierai jamais, par exemple, sur le but de Ronaldinho, quand je regardais le match sur Al Jazeera, le speaker s'est mis à crier Ya Allah, 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 Allah. Et moi, je me rappelle, sur son but aussi, il perd son bandeau aussi. Ça commence à devenir une figure de mode, le bandeau. Figure de mode, je sais pas, parce que ça s'est pas vraiment vu dans la société, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de joueurs les cheveux attachés encore à l'époque. À un moment, ça s'est un peu perdu. C'était la crête qui allait arriver très vite, je pense, avec le phénomène Cristiano. Et Beckham. Et la crête de Beckham. On a un podcast sur les coupes de cheveux et l'influence sur la société. Dos jugadors de mig camp, el porter, un defensa sense angle, xuta a porteria,